Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Centre Primo Levi. Situé à Paris, le Centre Primo Levi est une association pluridisciplinaire qui prend en charge le psychotraumatisme et qui accompagne des personnes exilées, victimes de la torture et de la violence politique. Chaque année, ce sont près de 400 patients, hommes, femmes et enfants, originaires de 45 pays, qui sont reçus et accompagnés sur une durée moyenne de 3 ans, afin de les aider à dépasser progressivement les effets de la violence et de retrouver une place dans la société. Le Centre Primo Levi cherche également à transmettre son expérience et ses connaissances cliniques grâce à son centre de formation, sa revue mémoire, ses colloques et ses rapports de plaidoyer. C'est de cette ambition de témoigner qu'est né le choix du nom Primo Levi, pour sa valeur symbolique, synonyme du refus des traitements inhumains, cruels et dégradants. Je suis Valentin Ecker, psychologue clinicien au Centre Primo Levi, et j'accueille aujourd'hui Émilie Abed, psychologue clinicienne, psychanalyste. Et aujourd'hui, on va parler de frontières. Au cœur des enjeux politiques de ces dernières années, elle est le symbole du rempart, de la protection contre l'étranger qui arriverait massivement sur nos territoires européens. Mais n'est-il pas possible de la penser différemment, comme un lieu de rencontre par exemple, ou comme un espace qui permet de délimiter ce qui est moi et ce qui est toi? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est toujours aussi nette, cette frontière? Émilie, dans le dernier numéro de la revue Mémoire, tu as écrit un texte intitulé Lettres de frontières. Qu'est-ce que tu entendais par là? Alors, oui, Valentin, en fait, par cette formulation, je voulais parler de la façon dont certains sujets traumatisés et exilés, qu'on connaît bien, sont contraints de vivre dans des zones frontalières, dans des entre-deux, ni d'un côté ni de l'autre, à la fois sur le plan de la réalité concrète et sur le plan psychique, c'est-à-dire que je m'intéresse, comme nous tous au centre, aux effets de ces conditions d'existence sur la santé mentale, et les conséquences aussi de fait sur nos pratiques de soins et d'accueil de ces populations. Alors vivre à la frontière, vivre même la frontière, est une expérience déjà, on le sait, très concrète sur le plan de la réalité de l'exil, qui aujourd'hui peut durer des années et qui est moins une marche vers qu'une stagnation, puisque les personnes en exil sont contraintes de vivre dans ce qu'on appelle des hors-lieux, c'est-à-dire dans une extraterritorialité. Ce sont ce qu'on voit, ce qu'on entend tout le temps, les camps aux frontières des pays, les jungles, les forêts, le désert, la mer, toutes ces zones de frange, et dont l'anthropologue Michel Agier a bien parlé d'ailleurs dans ses livres. Et puis il faut vraiment avoir en tête que quand ces exilés arrivent, ils n'arrivent en fait jamais vraiment, puisque dans le pays d'arrivée, ils sont souvent encore très longtemps dans des systèmes de transit, avec des situations d'attente qui malheureusement s'éternisent, selon un système qui découle de la loi Sarkozy de 2003 et qui disait que la zone d'attente s'étend sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre. Et pour les personnes qui vont être déboutées du droit d'asile, et qui sont nombreuses, on le sait, on les reçoit au centre, ces situations d'attente, de stagnation, en dehors de toute existence légale, peuvent durer parfois plus de 10 ans. Alors, en parlant de lettres de frontières, je voulais évoquer aussi toutes ces images qui circulent sur les migrants. Les étrangers sont souvent représentés en masse dans les images, dans les photos, dans les médias, ce qui entretient l'idée d'un flux, d'une invasion, d'êtres indifférenciés. Aux yeux du monde, ils n'ont ainsi plus de coordonnées identitaires, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas d'où ils viennent. Et de ce fait, dans les mentalités, l'exilé est à l'heure actuelle un étranger, non pas tant de venir d'ailleurs que de venir de dehors, c'est-à-dire finalement de nulle part. Alors, habiter dans des zones de frontières en France, alors si on le pense désormais à un niveau moins géographique que métaphorique, c'est aussi être maintenu dans des zones impensées de la société, des zones où la vérité échappe au discours, où les personnes ont affaire à d'autres formes de violence que celles des violences politiques qu'ils ont déjà connues, et où il est question de torture, de maltraitance, d'emprisonnement, tout ce qu'on connaît et qu'on recueille quand elles arrivent. Ces violences politiques et leurs effets traumatiques, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot de la manière dont on les traite au centre de soins? Oui, alors le traumatisme, on le sait, entraîne beaucoup de confusion. Et il s'agit d'aider les sujets à reconstruire un monde
avec des rapports de force identifiables. D'ailleurs, on travaille avec ça, on le sait, le discours qui soutient le mandat du Centre Primo Levi nous y aide. Il y a d'un côté les victimes, de l'autre les bourreaux, même si c'est bien sûr beaucoup plus complexe quand l'histoire et la subjectivité du sujet sont engagées. Mais disons que nous avons des discours pour border ce réel-là, hein, je prends le mot de réel, qui est un terme lacanien pour désigner l'impossible à penser. Et nous savons qu'une parole pourra advenir sous différentes formes de dire, de modalités d'énonciation, qu'une temporalité pourra être rétablie, qui rattachera ces expériences à un passé. Même si on sait que tout du traumatisme ne pourra pas être dit et qu'il faut du temps pour que les patients ne soient plus hantés par ces violences extrêmes et déshumanisantes. Ce qui est différent de l'ordre des violences dont je souhaite parler ici, qui est un autre ordre de violence. Avec le maintien de ces sujets dans ces zones frontalières, y compris dans le pays d'accueil. Parce que ici, nous n'avons plus affaire à une persécution franche, mais à plutôt, on pourrait dire, de multiples modes de négligence, d'abandon, et aussi de situations paradoxales. Et qu'on ne peut pas simplement réduire au terme de précarité, ni même de grande précarité. Mais donc, on pourrait dire que la notion de traumatisme ne suffit pas pour penser les atteintes de la subjectivité de nos patients exilés. Oui, c'est tout à fait ça. La notion de traumatisme, à l'heure actuelle, elle n'est plus suffisante pour décrire toutes ces violences qui sont, encore une fois, ces situations flottantes, ces attentes interminables d'une réponse institutionnelle, les périodes très longues où les patients sont ignorés, sans réponse, et donc dans une suspension de la vie sans possibilité de réalisation. Or, vivre, ce n'est pas survivre, c'est pouvoir transformer le monde. Ce sont aussi, pour les décrire, pour qu'on les ait vraiment en tête, ce sont toutes ces amputations quotidiennes des possibilités de vivre, toutes les petites privations qui constituent au final un ensemble immense de dépossessions, matérielles d'une part, mais aussi sensorielles. Les patients s'en plaignent tout le temps. Et c'est surtout avoir affaire, il me semble, à une instance peu identifiable dans ses intentions, indéchiffrable, hors de toute rationalité. Une instance qui donne et qui en même temps reprend, je pense, mais tu connais bien la situation au processus de demande de titre de séjour. Par exemple, les patients obtiennent un récépissé, mais qui va expirer et ils n'obtiennent pas de rendez-vous pour aller le renouveler. Donc pendant qu'ils ont ce récépissé, ils peuvent travailler et puis tout d'un coup tout s'écroule. Je pense aussi aux conditions de vie dans les centres d'accueil. Ils ont un toit peut-être, mais aucune possibilité de cuisiner, pas de frigo, rien pour stocker leurs affaires. Ce qui se passe là est illisible, incompréhensible pour les patients, comme finalement commandé par une sorte de machinerie invisible. Surtout depuis qu'on sait que beaucoup de demandes sont traitées depuis un espace virtuel. Et je crois qu'il ne faut pas penser que les agencements techniques qui sont mis en place dans une société sont neutres idéologiquement. Et comme dans ce système, le lieu du salut, l'instance qui délivrera le sésame est aussi le lieu de prédation. Pour les patients, c'est une impasse. Il n'y a pas de possibilité de s'extraire du système. Et les patients le disent. On a l'impression d'être enfermés. Il n'y a pas de dehors. Et peu de possibilités de résistance. Contre qui se battre? Comment? Et puis avec quel risque au final? Donc ce sont effectivement des violences très sourdes, très, très latentes. Quels seraient les effets de ces violences générées par ce hors territoire ou hors temps sur la santé mentale des exilés? En fait, ces violences, outre qu'elles compliquent le traitement des traumatismes, car il faut avoir bien à l'esprit que les personnes traumatisées qui arrivent ont besoin expressément d'assistance et d'un environnement sécurisant, organisé et lisible. Donc, outre qu'elles compliquent ce traitement-là, et donc nos possibilités d'offre de soins, elles produisent de vrais effets de déréalisation. Les personnes se demandent ce qui se passe, pourquoi j'attends, moi, pourquoi j'attends et pas l'autre. Mais comme ils n'ont personne à qui adresser cette question, ils plongent dans des ruminations constantes. Ces situations ont aussi des effets sur les fonctions du langage, car on ne peut pas nommer ce qu'on ne peut pas repérer. Et le langage est touché aussi parce qu'en faisant se profiler interminablement l'objet qui ouvrira enfin les possibilités de reconstruire sa vie, c'est-à-dire le papier, le logement, etc., on maintient les personnes dans la dimension de la demande, ce qui aliène, infantilise
et réduit considérablement les possibilités créatrices, imaginaires. Or, on sait bien avec la psychanalyse, qui est notre référence, que pour que la dynamique désirante s'engage, il faut se décoller du registre de la demande. Ainsi, ces situations d'enlisement provoquent une désubjectivation, les sujets s'abrasent et tombent dans une forme de désespérance, une forme de mélancolie en fait. Alors il y a le psychiatre Frantz Fanon qui parlait des Algériens qu'il soignait à l'époque, des pathologies de la liberté. Et donc on entend bien que les patients sont pris comme ça dans une forme d'aliénation, qui les plonge dans une morbidité qui ronge l'esprit et qui ronge le corps, avec tout ce qu'on connaît de cortège de symptomatologie somatique, des sensations d'asphyxie, d'étouffement, une forte tension, etc. Bon, et je trouvais, voilà, encore une fois, que c'était important d'y réfléchir parce que nous sommes dans une époque où l'exilé a affaire à cette combinatoire infernale du traumatisme au pays, de l'errance et des situations de transit dans les pays d'accueil. C'est-à-dire que nous n'avons plus affaire à la figure du traumatisé de guerre qui est certes très marquée dans son expérience extrême mais qui retrouve une place dans un monde organisé. Et donc, comment travailler avec ces personnes plongées dans ces situations, dira-t-on, d'accueil paradoxal? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors je pense que déjà il s'agit d'être sensible à ces questions parce que nous partageons en plus à un moment de l'humanité, on peut tous sentir un sentiment d'extrême précarité de l'existence, avec en fond d'écran la perspective d'une planète plus difficile à habiter, donc la perspective de grandes migrations et moins de choses sur lesquelles s'appuyer, moins de discours sous lesquels s'abriter, desquels se soutenir. Ensuite, dans notre pratique, l'exil comme condition qui s'éternise et qui risque de s'éterniser, voire de se pérenniser pour beaucoup de migrants dans les temps à venir, exige de nous confronter à cette question. Qu'est-ce que l'expérience de l'inhabité? Ça c'est pour reprendre une formule de philosophe rancière. Qu'est-ce que l'expérience de l'impropriété? Ou, pour reprendre un vers du poète Paul Celan, comment se tenir, se soutenir pour quand on n'a plus personne. Il dit comment se tenir pour personne et pour rien. Donc ce sont des questions abyssales, avec quand même des points d'optimisme. Car l'exilé nous invite à penser, à considérer d'autres occupations possibles de l'espace, en prenant peut-être conscience que mon chez-moi ne va pas être forcément contenu dans l'espace de l'habitat. Comment reconstruire un lieu? Comment reconstruire un chez-soi? Et du coup, qu'il va s'agir peut-être non plus de chercher à tout prix à intégrer ou à faire intégrer une société, car cela va être rendu, vu le climat politique actuel, de plus en plus inaccessible, que de penser quelle communauté faire avec eux, quelle communauté pourrait advenir, pour reprendre le titre d'un livre du philosophe Agamben. C'est-à-dire quel lien pourrait se bâtir à partir de singularités quelconques, sans condition d'appartenance. Et c'est le but finalement, je crois, de beaucoup d'initiatives de collectifs qui se créent, qui se montent actuellement et qui regroupent des individus d'horizons divers, qui accueillent d'ailleurs beaucoup de migrants et qui construisent des formes de politique. Bon, ce sont finalement ces questions qui doivent orienter notre accueil, que ce soit dans les lieux d'hébergement ou dans nos centres de soins, parce que ce sont des problèmes avec lesquels nous avons à traiter. Un grand merci, Émilie. Merci Valentin. Vous venez d'écouter un podcast du Centre Primo Levi. Abonnez-vous pour découvrir tous les podcasts du Centre Primo Levi.